Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Faut que je me mette à l'aise, je vous rencontre et c'est une première et je suis très, très, très heureuse et très honorée de pouvoir partager cette heure avec vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse en tout cas dans ces espaces, c'est qu'on puisse partager et échanger. Donc j'ai prévu et j'ai toujours de quoi transmettre et vous partager évidemment, mais en même temps le but c'est vraiment qu'on puisse rentrer en connexion les uns les unes avec les autres. Et donc moi là où il y aura le plus de matière, à mon sens, là où ça a le plus de profondeur, c'est quand justement on échange. Donc n'hésitez pas, si à un moment donné vous avez une question, si à un moment donné vous avez envie de partager quelque chose, à ce que vous puissiez le faire en fait tout au long où je parle et pas forcément attendre la fin pour poser vos questions. Voilà, parce que ça me permettra aussi de rebondir et d'ajuster aussi mon propos par rapport à vos besoins. Et ça c'est fondamental. Du coup, apprendre à mieux m'aimer grâce à nous. Alors pourquoi j'ai voulu aborder la thématique de cette manière-là, Julien a dit tout à l'heure. Et je trouve que c'est ça qui est génial quand on est plusieurs intervenants, c'est qu'on a plusieurs perspectives et visions du bonheur. Et moi, ma vision du bonheur... Ah, super. Ma vision du bonheur, c'est la relation. La relation à l'autre, la relation à l'altérité, parce que j'estime dans ma perspective qui m'est propre, et tout ce que je vais vous partager ici me concerne évidemment, moi j'estime que plus j'apprends à me relier à l'autre, plus j'apprends de l'autre, et plus j'apprends à me connaître moi. Et je sais que c'est un peu à contre-courant de ce qui est aujourd'hui communément véhiculé dans notre société, qui, comme Julien l'a très bien nommé, en effet nous fait passer pour des égoïstes quand on commence un petit peu à se centrer sur soi et à se regarder. Et en même temps, le sentiment que j'ai qui m'est propre et qui est lié à ma perspective de vie et aussi à mon travail de thérapeute, c'est que j'ai pas vraiment le sentiment aujourd'hui qu'on s'intéresse vraiment à l'autre. Et dans toutes nos relations. Relations de couple, relations familiales avec nos enfants. En France, en tout cas, on est vraiment à la rue sur la manière dont on considère les enfants aujourd'hui dans notre société en tant que sujet de droit et leurs droits. Avec nos amis, avec nos collègues de travail, avec une personne qu'on va croiser dans la rue, avec quelqu'un avec qui on va échanger là quelques minutes. On est, à mon sens, pas tout le temps, mais une grande partie du temps, très auto-centré, très tourné sur nous, sur nos besoins, sur nos limites, sur ce qui n'est pas OK pour nous. Et moi, en tout cas, la perspective que j'ai envie d'emmener aujourd'hui, c'est comment je vais pouvoir un peu plus aussi m'orienter vers toi. Comment je vais pouvoir m'intéresser à toi. Comment je vais pouvoir envisager que je peux apprendre de toi. Et comment je vais pouvoir considérer que peut-être en apprenant à t'aimer et à me laisser aimer par toi, alors peut-être que je vais pouvoir apprendre à mieux m'aimer moi. Et ça, c'est une perspective qui est peu véhiculée dans notre société pour des raisons, à mon sens, qui sont très claires, mais que je ne partagerai pas ici, je ne vais pas partir dans un courant politique, mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup à gagner finalement, pour certains, à ce qu'on ne connecte pas les uns et les unes avec les autres, à ce qu'on ne se soucie pas les uns des autres, à ce qu'on ne partage pas les uns avec les autres. Il y a beaucoup à gagner. On règne mieux quand on divise. Donc,
ce en quoi je crois et l'expérience que j'en ai faite, et je vais vous parler très rapidement de mon parcours de vie. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Oui ? Oui ? En fait, je me permets juste... Oui. Je me permets juste que vous disiez... Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. En fait, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que effectivement, on semble très autocentré sur nous lorsqu'on est en relation avec quelqu'un d'autre. Et à contrario, en fait, on est autocentré, mais pas toujours réellement autocentré. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, j'ai la sensation qu'en fait, on est autocentré, mais sur des sujets, pour autant, on n'est pas aligné avec nous-mêmes et on n'est pas pleinement nous. Donc c'est assez contradictoire finalement. Voilà, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais comme c'est que je n'ai pas présent, c'est la question que je me pose en tout cas. C'est quoi ton prénom ? Marine. Ok, merci Marine. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois, on a le sentiment d'être perçu comme égoïste quand on commence à se réorienter vers soi. En même temps, on se connaît mal, et c'est exactement ce que Julien a nommé. On n'a pas une finesse de perception de soi, c'est-à-dire pour certains, on arrive assez bien à poser nos limites, mais finalement, on n'est pas forcément connecté aux besoins de l'autre. Et il y en a d'autres qui sont assez centrés sur les autres, par exemple les hypersensibles, et qui vont avoir beaucoup plus de mal à se relier à eux-mêmes. Donc soit on est contre l'autre, soit on fuit l'autre, on n'est pas vraiment en soi. Bon, la relation de manière générale, c'est compliqué. La relation à soi, la relation à l'autre. Et c'est vraiment pour ça, en tout cas, que moi, j'ai envie de vous apporter cette perspective, parce qu'il y a plein d'autres intervenants qui vont vraiment driver sur la connaissance de soi et orienter sur la relation de soi à soi. Et moi, j'ai vraiment envie de vous apporter une lumière sur de soi à l'autre et de l'autre à soi. Donc, pour vous parler un petit peu rapidement de mon parcours, aujourd'hui, j'ai 31 ans, j'exerce en tant que thérapeute. Avant, j'étais infirmière, j'ai bossé infirmière pendant plusieurs années. J'écris aussi des bouquins et puis je fais un peu de créa de contenu sur les réseaux sociaux. Et je suis aussi maman d'un petit garçon de bientôt 10 ans. Et avec mon chéri, que j'ai retrouvé dans cette vie, ça fait bientôt 19 ans qu'on est amoureux l'un de l'autre. On s'est rencontrés au collège, voilà, quand on avait 11 ans et demi. On s'est mis ensemble à 12 ans. Ça a été voilà, un premier coup de foudre, si je puis dire. C'était mon premier amour, c'était mon première relation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à Julien, moi, je n'ai pas grandi dans un système familial où c'était bienveillant, où c'était bien traitant, où on était orienté sur le développement de la relation ou de soi. J'ai grandi dans une famille qui était maltraitante, qui était extrêmement violente. Et donc, je suis partie avec des bases, si je puis dire, dans la vie, qui n'étaient pas forcément très profitables dans la connaissance de soi et dans la connaissance des autres. Voilà, moi, c'était survivre ou mourir. Et donc, très vite, j'ai développé des codes antirelationnels. Très vite, j'ai appris à survivre dans un climat de terreur. Et comme tous les enfants issus de systèmes familiaux dysfonctionnels et maltraitants, c'est difficile de se construire dans le respect de l'altérité. Parce que déjà, dès tout petit, l'altérité, elle est dangereuse, elle est nuisible. Elle ne nous veut pas du bien. Donc l'autre, je ne peux pas lui faire confiance. Donc tout ce que je vivais dans mon couple, de merveilleux avec Paul, bien que quelques mois plus tard, on s'est séparés au collège et on s'est retrouvés au lycée, où on a été à nouveau ensemble pendant presque 2 ans, tout ce qui s'est passé dans cette relation qui était magnifique au lycée, qui était explosive et qui était merveilleuse dans tous ses débuts, elle a aussi cristallisé toutes les douleurs de mon enfance. C'est-à-dire que l'enfant maltraité que j'étais chez moi, qui subissait cette tyrannie dictatoriale, eh ben, il fallait bien que toute cette rage, que toute cette colère, que toutes ces frustrations, ce qui est l'essence de la violence, hein. La violence qu'on porte tous en nous et qui fait aussi partie du monde dans lequel on vit. Et moi, je suis partisane de celles et ceux qui estiment qu'il vaut mieux apprendre à la regarder et à la sublimer plutôt que la nier. Toute cette violence, il fallait qu'elle sorte. Et soit elle sortait contre moi, soit elle sortait contre l'autre. Et donc mon couple, sur mon adolescence, a vraiment été le terrain de prédilection, le terrain d'excellence, au sein duquel j'ai externalisé toute la violence que je subissais à la maison. Et donc très vite, c'est devenu un expiatoire. Alors moi, c'était intensité 1000, mais je ne sais pas si certains ou certaines se reconnaîtront. Vous voyez comment, de manière générale, on a tendance à être beaucoup plus maltraitant sur des toutes petites choses, de manière ordinaire, avec les gens qu'on aime.
Vous voyez comment on ne va pas se permettre de dire à notre patron qui nous fait chier, mais comment quand on va rentrer à la maison le soir après une journée de merde de travail, on ne va pas louper notre amoureux ou notre amoureuse, ou nos enfants. C'est quand même fou. C'est finalement les gens que j'aime le plus, et évidemment auprès de qui je me sens le plus en sécurité dans le lien d'attachement, auprès de qui je vais le plus me permettre de déborder. Déborder, c'est normal, ça fait partie de la vie. Moi, je fais partie de celles et ceux à nouveau qui n'ont pas envie de toxifier l'humain et de pathologiser à tort des comportements humains. On peut tous avoir, de temps à autre, des comportements foireux. On ne va pas se mentir. Et c'est pas grave, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre essence. On n'est pas parfait. Et il y a aussi cette tyrannie aujourd'hui dans notre société, qui a été évidemment portée dans les dérives, parce qu'à la base, le dev perso, c'est quand même quelque chose qui a pour volonté première, comme Thomas Desimbourg le dirait, le développement du lien social et la conscience de compétences relationnelles qui se développent. Pour autant, il y a certaines dérives, comme on le voit partout, et ces dérives-là, elles peuvent entraîner évidemment le repliement sur soi et le fait de se réorienter, de s'observer que soi et de se limiter qu'à soi et sa perspective à soi et de perdre l'autre. Donc, on a fini par se séparer. L'homme avec qui j'étais m'a quitté, du coup. Paul m'a quitté parce que c'était juste plus possible pour lui de rester dans ce couple, ce que je comprends. Et évidemment, je vais prendre une grande partie de la responsabilité parce que j'estime avoir été extrêmement responsable à l'époque. Et je vais quand même lui laisser la sienne. Et pendant 7 ans, j'ai plus du tout eu de nouvelles de lui. Il a disparu de la circulation. Et pour moi, Paul, à cette époque, c'était mon pilier. C'était mon pilier. C'était la seule chose qui me permettait de tenir dans cette atmosphère. La seule chose. Vous imaginez, pour un jeune homme de 17 ans, avec ses propres enjeux, c'était un sacré boulot. Et donc c'était juste une question de temps avant qu'il lâche. Et quand il est parti, il l'a fait aussi avec son extrémisme légendaire. Et donc pendant 7 années, lui, il est parti dans les dimensions de la route, du voyage, de la découverte, avant de basculer dans ses propres démons et sa propre errance. Et évidemment, il a traversé aussi la drogue dure et l'alcool. Et moi, de mon côté, très rapidement, pour tenter d'oublier notre relation comme je le pouvais, finalement, je me suis remise assez rapidement en couple avec quelqu'un avec qui je n'étais pas forcément très bien. Mais j'ai quand même créé quelque chose d'extraordinaire avec cette personne, c'est mon fils. Et au bout de 7 ans, Paul est revenu dans ma vie. Et ça a été un vrai cataclysme, évidemment. Et décision prise, je vous passe les détails, mais en tout cas, on a décidé de se remettre ensemble. En soi, je pourrais déjà faire une conférence sur les enjeux que vivent les femmes de manière générale quand elles décident de quitter un couple, qu'il y a des enfants ou un enfant entre, et de tout ce qu'elles doivent porter et subir. Mais mon propos, c'est vraiment à nouveau de réorienter sur les enjeux du couple et de ô combien le couple peut être un espace de développement relationnel, de réparation et de co-construction. Parce que je peux vous dire que les films et les séries de manière générale qui font tourner l'histoire autour des retrouvailles, c'est 1% du taf. L'enjeu, c'est pas de se retrouver. L'enjeu, c'est de durer. Durer de manière sécurisante, bien traitante et aimante. Parce que durer pour durer, sans plus aimer, sans plus respecter, c'est foireux aussi, ça n'a pas de sens. Donc l'enjeu, c'est de réparer ce qui avait été, en tout cas pour nous avec Paul, saccagé à différentes reprises, sur différentes dimensions. L'enjeu a été de reconstruire ensemble un couple bien traitant au sein duquel la confiance avait été déjà plus d'une fois ébranlée, aussi. L'enjeu a été de se comporter comme des adultes responsables, parce que cette fois-ci, il y avait un enfant. Et que si on n'était pas capable de le faire pour nous, alors on se devait de le faire pour lui. Et l'enjeu a été de se comprendre, a été de considérer finalement qu'on pouvait véritablement construire sur des ruines, contrairement à ce qui est communément et à nouveau véhiculé. Et on s'aimait, on s'aimait très fort, et je pense que d'ailleurs l'amour est la base de tout, évidemment, mais l'amour ne suffit pas toujours. Donc moi, j'ai un peu envie d'aller à l'opposé des idées
voilà, généralement communiquer sur le fait que Julien disait, et à nouveau, je pense que c'est très important d'autoriser qu'on puisse avoir des avis différents. Julien disait tout à l'heure qu'on est la personne la plus importante de notre monde. Et ben moi, je pense que c'est en partie vrai. Et en même temps, il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de se dire aussi, bah oui, mais mon fils, par exemple, il est tout aussi important que moi-même. L'homme que j'aime, il est tout aussi important que moi-même. La personne qui traverse la route en face de moi, et que je daigne peut-être pas de regarder ou de saluer, à qui je daigne pas de dire bonjour, elle est tout aussi importante que moi. Alors, je comprends complètement l'idée qui est véhiculée derrière ça. On doit absolument prendre soin de soi, se centrer sur soi, regarder ce qui se passe en soi. C'est vrai. Mais à nouveau, ça va être difficile de me relier à l'autre si je suis sans cesse en train de me regarder moi. Et c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui. On a aussi une perspective très individualiste. On est aussi très auto-centré. Pourquoi j'estime que le couple peut être un espace de réparation ? Déjà, moi, ce en quoi je crois, c'est que le couple est l'un des espaces de prédilection, l'un des espaces par excellence au sein duquel nos blessures de l'enfance vont se réveiller. Pourquoi ? Parce que généralement, le couple, si vous repensez un petit peu à votre mari ou votre femme, votre amoureux ou votre amoureuse actuellement, peut-être quelqu'un que vous avez énormément aimé par le passé, qu'est-ce qui se passe avec cette personne de manière générale ? Je vais vous poser la question. Pourquoi c'est si intense avec cette personne-là quand on l'aime ? Qu'est-ce qui fait que c'est si intense dans la relation ? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées ? Vous pouvez balancer comme ça. On se sent en sécurité, dans le meilleur des cas, oui. Et donc, si on se sent en sécurité, qu'est-ce que ça implique de se sentir en sécurité ? Pour que je me sente en sécurité, j'ai besoin de quoi avec toi ? De confiance, de connexion. Qu'est-ce qui me relie à toi ? Le partage, oui, mais par exemple, je peux me sentir en sécurité avec mon collègue de travail. Je peux me sentir bien, je peux avoir confiance en lui. Et pour autant, si à un moment donné, il va me faire chier, ça ne va pas avoir autant d'impact que la personne que j'aime. L'amour, le soutien, mais l'attraction, la complicité. Ok, qu'est-ce qui me relie à toi, là, si j'avais une écharpe, là ? Oui, la connexion émotionnelle, donc le lien d'attachement. Comme John Bowlby le développait, le lien d'attachement est ce qui fonde notre humanité et ce qui nous permet en tant qu'enfants de survivre. René Spitz, dans les années 1950, a fait une découverte incroyable, peut-être que vous la connaissez, mais dans les orphelinats, dans certains orphelinats, il s'est rendu compte que le taux de mortalité était extrêmement élevé. Alors qu'il y avait des enfants qui étaient protégés des intempéries, qui étaient nourris, qui étaient logés, à qui on changeait les couches. Et pourtant, tous, un à un, ils décédaient. Pourquoi, à votre avis ? Pas de lien d'attachement véritable, avec des figures d'attachement, des figures de résilience aussi. Donc le lien d'attachement, cette connexion, cette reliance émotionnelle à l'autre et affective à l'autre, c'est ce qui nous permet en tant qu'être humain de vivre. Pyramide de Maslow, boire, manger, dormir, on aurait pu rajouter aimer et être aimé. T'aimer et me sentir aimé, c'est la condition indiscutable pour trouver sens en tant qu'être humain à l'expérience humaine, qui, on peut le dire, même si elle est source de bonheur à de nombreuses reprises, elle est aussi parfois, je ne sais pas vous, mais elle peut être aussi parfois très chaotique, très difficile, très challengeante. Donc le lien d'attachement, c'est vraiment ce qui va nous permettre de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, grandir en ce monde. Et donc, ce en quoi je crois, c'est qu'au sein du couple va se développer un lien d'attachement très intense. Et donc, quel est le premier des liens d'attachement généralement qu'on a créé sur Terre ? Nos parents. Alors, on met dans nos parents nos figures d'attachement principales. Ça peut être une grand-mère si c'est ma grand-mère qui m'a élevée. D'accord ? Mais dans l'idée, ce sont nos parents auprès de qui nous nous sommes construits. Nous avons appris les premiers codes. La première société n'est autre que celle de la famille. C'est le système qu'on retrouve partout. Et la place d'ailleurs qu'on a occupée dans notre famille est généralement la même qu'on va occuper une fois adulte, tant qu'on ne fait pas le taf, dans nos relations amicales, dans notre travail et dans notre couple. Et donc le couple est l'espace au sein duquel, d'une manière ou d'une autre, tout ce qui n'a pas été vu,
tout ce qui n'a pas été entendu, tout ce qui n'a pas été reçu, considéré, validé dans l'enfance, ça va se réveiller. De la même manière que tout ce qui a été beau, chouette, extraordinaire, sécurisant, aimant, bien traitant, ce sont aussi des choses que je peux retrouver chez mon allié. La personne qui développe entre autres une partie de cette théorie, parce qu'il n'est pas tout seul évidemment, c'est Harvey Hendricks, qui a vraiment développé, peut-être que certains l'ont entendu parler, la thérapie imago, qui est vraiment centrée sur l'imago, qui est un petit peu le reflet dans l'altérité, chez notre partenaire, chez notre amoureux ou amoureuse. Je vais retrouver des caractéristiques, des traits de caractère de celles et ceux qui m'ont élevé durant l'enfance, pour le meilleur et pour le plus relou aussi. Toujours dans un but de reconstruction, de réparation. Aujourd'hui, le sentiment que j'ai à nouveau et qui m'est propre, j'ai le sentiment que cette expérience que moi j'ai définie comme une expérience initiatique, c'est-à-dire que le couple est un voyage qui va nous éprouver d'une manière ou d'une autre. Pour vous donner un exemple, plutôt si je vais par là, avant que mon mec revienne, avant que Paul revienne dans ma vie, ça fait des années que je bosse sur moi en thérapie. Des années que je fais des stages, des retraites, des congrès, voilà, que je lis des livres, je consomme des podcasts. Et donc, quand Paul est revenu sur moi, j'étais vraiment à une époque de ma vie où je me disais « Waouh, Maureen, franchement, déjà, à 24 balais, t'es bien. Franchement, de là où tu viens, béton la meuf. Hein. J'étais fière de moi. Je sais, j'ai bien avancé. J'ai calmé ma colère, j'ai calmé mon agressivité. Qui l'agressivité en soi n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est le fait d'aller vers. Mais moi, mon agressivité, elle était un petit peu extrême, si je puis dire. Elle était déséquilibrée à cet endroit-là. J'ai calmé ma révolte intérieure, bien que j'estime que la révolte, à nouveau, elle soit absolument indispensable chez l'être humain. Je suis plus tranquille, je suis moins réactive. J'arrive à rester ancrée, je me connais mieux. Et alors là, Paul est arrivé. Il a ouvert la porte. Salut. Et alors là, le dragon s'est réveillé en moi. Et je me suis dit, mais c'est hors de question que j'ai fait tout ce taf pour que tu réveilles ça chez moi. Déresponsabilisation totale. C'est de ta faute. C'est toi qui me rends comme ça. C'est notre couple qui me rend comme ça. Alors peut-être qu'il y avait un peu de vrai, dans le sens où parfois, peut-être que vous l'avez expérimenté ou peut-être que vous connaissez des gens comme ça autour de vous, parfois vous mettez deux personnes l'une sans l'autre et c'est pas du tout les mêmes que quand elles se retrouvent ensemble. Parce qu'ensemble, il y a une troisième entité qui œuvre, c'est la relation. D'ailleurs, je ne saurais même pas vraiment décrire ce que c'est véritablement un couple ultra fonctionnel. En tout cas, les couples, les couples ultra fonctionnels. Ce qui pourrait s'apparenter à des couples ultra fonctionnels, c'est un petit peu ce que je développe au travers de la vision de la philosophie couple allié, dont je vais vous parler, je vois le temps qui passe, il va falloir que j'accélère. Il y a les couples qui sont engagés dans des processus toxiques. Donc là, ce n'est pas forcément toi et moi qui sommes toxiques, c'est la relation qui, d'une manière ou d'une autre, va créer des interactions qui nous rendent dingos, si je puis dire, et complètement antirelationnelles. On peut s'en sortir? Oui. Ça demande du travail énormément. Il y a les couples un petit peu fantômes, je les appelle comme ça, mais voilà, c'est les couples où il ne se passe plus vraiment rien. Il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus d'échange. On est ensemble, on n'est pas vraiment ensemble en fait. On ne sait pas trop ce qu'on fout l'un avec l'autre d'ailleurs. Il n'y a plus de connexion. Est-ce qu'on s'en sort? Oui. Par contre, ça demande du taf aussi. Et puis, il y a les couples totalitaires. Et les couples totalitaires sont des couples au sein duquel seulement l'un des deux est détenteur ou détentrice du pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie dans la relation. Ces couples-là sont en effet extrêmement dangereux. Et il y a évidemment une multitude de limites qui sont franchies aussi. Moi, ce qui m'intéresse ici, parce que la conférence n'est pas autour de ces couples-là ou du sujet de la violence, bien que voilà, je la traverse un petit peu, ce qui m'intéresse ici, c'est des couples qui sont cabossés
saoulés, parfois fatigués, qui s'aiment ou qui doutent peut-être s'aimer, mais qui dans le fond ont vraiment envie de faire quelque chose de leur histoire et qui n'ont pas forcément eu la chance de partir avec des bonnes bases dès le début quand ils étaient enfants et qui en plus ne sont pas aidés par la société dans laquelle ils évoluent. C'est ces couples-là qui sont importants, pour moi en tout cas, entre autres aujourd'hui, et c'est aussi à eux que j'ai envie de m'adresser. Et à tous les autres qui ne sont peut-être pas en couple, mais qui ont envie de vivre une expérience amoureuse ou tout simplement une expérience autour de l'altérité, parce que tout ce que je transmets ici, c'est complètement transposable sur vos relations avec vos enfants, sur vos relations avec vos amis, sur vos relations avec votre famille, avec vos collègues de taf, à nouveau. Donc, pour s'initier un petit peu au principe du couple allié, qui est pour moi une discipline, hein. C'est un art de vivre. Hein. C'est pas souvent ce qu'on dit avec Paul dans nos retraites de couple, c'est que le couple allié, c'est pas un stade, hein. C'est pas un but à atteindre, hein. C'est pas ça y est, je suis couple allié. Non, c'est une philosophie de vie, c'est un art relationnel. Et c'est une discipline parce que ça va demander du taf, et du taf tous les jours. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui ça fonctionne bien que demain ça va pas temporairement se casser la gueule. C'est ça aussi la vie humaine. C'est pas tout le temps linéaire et smooth et fluide et évident et simple. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous vend. Il n'y a qu'à juste regarder les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à juste regarder les magazines. Aujourd'hui, dans notre société, complètement hyposensible et déshumanisée, on a horreur de la friction. On a horreur de la disharmonie. Il faut que tout soit lisse. Il faut que tout soit propre. Il faut que tout soit fluide, simple, évident, conforme à la norme. Et si ça dépasse un peu, c'est toxique. Fuis, c'est toxique. Mais combien de fois, j'ai regardé des posts Insta ou des articles de magazine, j'ai regardé Paul et je lui ai dit, on est complètement toxique apparemment. On est barjots, hein. Franchement on est barjots. Combien de fois tu fais des petits tests et tu fais, oh, ça va pas du tout. Mais c'est affolant, hein. Je vous le dis, c'est affolant et c'est dangereux. Parce qu'on se met à foutre à la poubelle plein de relations qui sont potentiellement extrêmement restauratrices. Parce qu'on n'a pas les codes. On ne nous a pas appris à être compétents relationnellement. D'ailleurs, peut-être qu'on ne veut pas qu'on apprenne. Donc, cette idée de se dire que le couple peut être un espace de réparation, ça signifie que j'ai une responsabilité à ton égard. Je dois prendre soin de toi, parce que tu es aussi une personne très importante dans ta vie à toi, et dans ma vie à moi, et dans notre vie à nous. Parce que tu es une altérité que je me dois de respecter. Parce que tu es un sujet de droit, parce que tu as une histoire, tu as une enfance, tu as des blessures, tu as des rêves, tu as une quête. Parce que tu comptes. Parce que tu comptes. Est-ce que ça, c'est pas suffisant que tu comptes dans ma vie pour m'intéresser à ce que tu vis? Même si ça vient me bousculer, même si ça vient me mettre mal à l'aise parfois, ou me pousser à me remettre en question. Mais tant mieux, mais quel cadeau! Mais quel cadeau, ces différences! Quel cadeau de pouvoir te rencontrer et de voir ce que tu viens révéler chez moi au travers de notre couple. De voir comment peut-être à cet endroit je suis encore super active. De voir peut-être comment à cet endroit j'ai des besoins carencés. De voir peut-être qu'à cet endroit j'ai une limite que je ne connaissais pas jusqu'à ce que finalement tu la franchisses. C'est super, j'apprends. Et d'ailleurs je fais la même chose avec toi. Je contribue implicitement à réveiller des choses en toi. Mais si je ne m'en sens pas responsable, comment je peux t'aider ? J'ai vu une vidéo Instagram l'autre jour d'un humoriste que j'ai trouvé exceptionnel, où le mec se met dans la peau d'un love coach, orienté dérive évidemment, dev perso, psychologie positive et communication non violente, qui sont des outils extraordinaires, hein. Attention, je parle bien de dérive. Et le mec dit, il imagine qu'il est en face de son pote, et son pote qui est hyper vénère, et qui dit, mais tu te rends compte, putain, tu t'es tapé ma nana en soirée, comment t'as pu faire ça, c'est inadmissible. Et le mec dit, oh là là là, attends, ce qui se passe chez toi, ça te regarde. Ce qui se réveille là chez toi, faut pas que ça vienne dégouliner sur moi.
Ce n'est pas de ma responsabilité. Tu dois travailler sur ta colère. Vous voyez les limites de certaines perspectives. Et c'est la même chose dans le couple. Si à chaque fois que tu as une émotion, si à chaque fois que tu as un inconfort, mais pareil avec nos enfants, si à chaque fois que tu n'arrives pas à mettre tes lacets et que du coup tu te mets à crier parce que tu en as marre et que moi je suis là, putain mais il faut que tu te dépêches, allez on va être en retard à l'école, c'est pas grave, t'as cassé ton ballon de basket, mais c'est pas grave, on va t'en racheter un. Mais je passe à côté de toi. Je passe à côté de ce que tu vis. Comment je peux attendre que tu prennes soin de moi si moi, de mon côté, je ne suis pas foutue de faire un tout petit peu attention à ce que tu ressens? Comment je peux me sentir un peu plus responsable, impliqué, investi, conscient de ce que mes comportements vont générer chez toi? Ça ne veut pas dire que je suis coupable. Ça ne veut pas dire que j'ai fauté. Et encore, qu'il y a des fois où on fausse. Mais il faut l'assumer en fait. Assumons-le. On est des êtres humains. Ça fait partie de la vie. Et puis, il y a des fois où je vais dire quelque chose, je vais faire quelque chose qui va me sembler complètement dérisoire. Et ça va déclencher une réaction chez toi, le volcan. Et là, soit je me protège et je dis « Ouais, mais pourquoi tu réagis comme ça, sérieux? On peut rien dire, t'es susceptible, ça va, c'est pas grave, j'ai rien fait. » Soit je me dis « Alors, attends, là je me rends compte que là, j'étais pas du tout prête ou prêt à ce déclencheur, je suis désolée, je vois que je t'ai blessée là. » Bah oui, tu m'as blessée en fait, tu me dis ça, c'est pas juste, je comprends pas. Ok, tu trouves que c'est pas juste? Ouais, je comprends. Je vis aussi des choses de mon côté, écoute, je suis désolée, je pensais pas que ça allait... Ouais, ça me saoule. Ok, tu as besoin qu'on en parle, qu'est-ce qui fait que tu te sens saoulée? Ben, je me sens pas écoutée. Ah, tu te sens... Donc tu as besoin d'être écoutée? Oui, j'ai besoin d'être écoutée. Ok, je t'écoute. Je t'écoute. Nos enfants, au moment où il y a une émotion très intense, et je ne parlerai pas de crise ni de caprice parce que moi je ne crois pas en ces mots, au moment où il y a une grande intensité, si plutôt que de faire « mais c'est bon, c'est pas grave », je faisais ça. Ok, ça a l'air grave. Tu as besoin que je t'écoute? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu te sens triste? Ah oui, je comprends. C'était un super ballon. Bien sûr. Ok. Ouais, je comprends, viens. Tu veux un câlin? De quoi t'as besoin? 5 minutes. Et ce que je vous dis par rapport à l'autre, évidemment qu'on y a droit, nous aussi. Bien sûr. Mais ce que j'ai envie de transmettre ici, c'est comment on pourrait se sentir plus courageux, courageuse, audacieux et audacieux en s'investissant davantage dans le nous. Et comment être comme ça avec toi va me renvoyer une image de moi qui va me faire m'aimer. Je ne me suis jamais autant aimée qu'en étant la mère que je suis aujourd'hui. Merci l'altérité. Je ne me suis jamais autant aimée qu'en étant la femme, la compagne que je suis. Merci l'altérité. Je ne me suis jamais autant aimée qu'en étant la thérapeute que je suis. Merci l'altérité. Sans l'autre, je n'aurais pas pu accéder à cet amour. Pourquoi? Parce que peut-être que ça marche chez des enfants qui ont eu la chance de grandir avec des parents bienfaitants, qui leur ont permis, au travers du regard de l'autre, de se construire une image et une estime favorable pour eux-mêmes. Mais que fait-on des enfants qui grandissent avec des parents humiliants, violents, dévalorisants, dictatoriaux, incestueux? Que fait-on de ces enfants-là? On les regarde et on leur dit « Écoute des podcasts, lis des livres, bosse sur toi, apprends à aimer. T'es la personne la plus importante de ta vie. » Ah oui? Alors moi, on m'a répété ça pendant des années. Je savais pas ce que ça voulait dire, s'aimer. Pour moi, ça voulait rien dire. M'aimer? Mais m'aimer quoi? Je peux pas m'aimer. Je suis un monstre, apparemment. Pour avoir vécu tout ce que j'ai vécu, je ne peux qu'être une erreur de la nature. Ça, c'est sûr. Ce qui m'a permis d'entrevoir une petite lumière, ce qui m'a permis de me dire « Attends, oui, mais t'es peut-être pas juste, excusez-moi, une grosse merde. T'es peut-être une femme qu'on peut respecter.
Une femme qui a des choses intéressantes à dire. Une femme à qui on peut sourire, dire bonjour. C'est les autres. Et c'est chiant de se dire ça. Hein. C'est vrai que parfois c'est plus facile de dire mon bonheur, ou ma joie, ou mon développement, je ne le dois qu'à moi. Ou ça ne compte que sur moi, ça ne repose que sur mes épaules. Mais moi, c'est pas ce que j'expérimente, c'est pas ce qu'expérimentent les gens que j'accompagne, et c'est pas ce en quoi je crois. Et ça nous fait chier. Ça nous fait chier de voir qu'on a autant besoin des autres. Parce que ça nous ramène à quoi? À quel sentiment insupportable chez l'être humain? Ah oui, cette dépendance. Oh là là, elle rôde dans la salle, prête à sévir à tout moment, te destituer de ton pouvoir. La dépendance affective. Qu'est-ce qu'elle nous fait chier, celle-là? Par contre, elle doit régaler certaines personnes. Je ne nie pas qu'il y a des personnes, dont j'ai fait partie, qui ont grandi avec de très grandes carences émotionnelles, narcissiques, affectives, et qui du coup, peut-être de manière un peu plus importante que les autres, ont tendance à faire reposer leur valeur sur le regard de l'autre. Je ne nie pas ça, je ne le nierai jamais, puisque je l'ai vécu. Moi, ce que j'aimerais nommer par rapport à ça, c'est que très souvent, on va facilement pointer du doigt celle ou celui qui porte le symptôme de la dépendance affective. Tu es dépendante affective, va travailler sur toi. Ok? Quand est-ce qu'on questionne la relation? Ah, je suis dépendante affective dans toutes mes relations. Ok. Va travailler sur toi et questionne toutes tes relations. Parce qu'il y a aussi beaucoup de dépendants affectifs qui cochent les items là, les listes, qui, dans certaines relations, se calment, se tranquillisent. C'est étonnant quand même. Ça veut peut-être dire que d'une manière ou d'une autre, la relation, elle a peut-être quelque chose à jouer là-dedans. Est-ce que je me suis déjà questionnée si, en tant que dépendant ou dépendante affective, j'étais en sécurité dans mon couple? Est-ce que l'autre en face de moi est sécurisant? Est-ce que ces comportements sont à la hauteur des besoins de sécurité que j'ai? Ou vice-versa? Je suis avec une dépendante affective. Putain, elle me fait chier celle-là. Mais je me regarde 2 minutes. Je fais quoi? Moi, qui d'une manière ou d'une autre peut contribuer implicitement à alchimiser cet enjeu de dysfonctionnalité. Moi, ce en quoi je crois, c'est que ça va dans les 2 sens. C'est bidirectionnel, c'est co-constructif. Parce que j'ai autant à apprendre de moi-même que de me retrouver face à quelqu'un qui, semble-t-il, n'est pas du tout en sécurité de manière générale dans ses relations ou dans sa relation à lui-même, que j'ai beaucoup à apprendre en étant avec quelqu'un qui sent super sécurité, mais auprès de qui je ne me sens pas moi en sécurité. J'en ai marre qu'on pathologise à tort celles et ceux qui portent le symptôme dans un système dysfonctionnel. Valable dans la famille, avec tous les enfants qui peut-être se reconnaîtront pour avoir été le mouton noir de la famille, le banni, le rejeté. Mais ça peut être aussi, dans d'autres perspectives, le collègue de travail qu'on ne regarde pas parce qu'il est lourd, il fait chier, il a toujours quelque chose à dire, il n'est jamais content. Ça peut être aussi dans le couple, celui ou celle qui a toujours quelque chose à dire, qui n'est jamais content. D'une manière ou d'une autre, l'autre, même si c'est inconfortable ce qu'il a à dire, il vient révéler des choses de lui-même, bien sûr, mais il vient peut-être révéler des choses de nous, et il vient peut-être révéler des choses de la relation. Et c'est cette perspective à développer un petit peu plus. Pas nier, juste développer une autre perspective. Cette notion de voyage initiatique au travers de la philosophie couple alliée,
On la retrouve dans la responsabilité amoureuse que je développe. Cette notion de responsabilité amoureuse, c'est à nouveau considérer que mon pouvoir sur toi, sur nous, implique des devoirs. Parce qu'aujourd'hui, et c'est tout à fait normal, on est là, mes droits, oui, mes droits, carrément, et mes devoirs. L'un va pas sans l'autre. On est des sujets de droit à part entière à partir du moment où on s'incarne. C'est vrai, complètement. Mais plus on grandit, plus on devient adulte, plus on a du pouvoir, plus on a de l'impact sur le monde de l'autre, quel qu'il soit, et plus du coup, on se doit de faire attention à cet impact et de s'en sentir concerné. Dans cette notion de la philosophie couple allié, il y a 4 piliers que j'aimerais juste traverser rapidement pour après laisser un temps d'échange. Il y a le premier qui est pour moi s'explorer. C'est-à-dire que pour s'investir dans un couple bien traitant, fonctionnel et sécurisant, on a besoin de pouvoir s'explorer l'un l'autre ou l'une l'autre. Donc je m'explore moi, c'est-à-dire je me remets en question, je travaille sur moi, grâce à l'altérité, à nouveau. C'est bien parce qu'en face, il y a un psy, un thérapeute, peu importe qui, un chaman, qui vous voulez, qui est en face de moi et qui m'écoute et qui me renvoie peut-être certaines perspectives que je vais me remettre en question. Tout seul, j'ai fini avec mon ballon Wilson pour éviter de devenir fou ou folle. D'accord ? Donc je m'explore, tu t'explores et je m'intéresse à toi. Putain, ça me fait chier son accordéon là, j'en peux plus. Mais bon. Qu'est-ce que tu trouves dans le fait de jouer de la musique ? Pourquoi t'aimes l'accordéon autant ? Ça te ramène à quoi ? Ah, et quand tu réagis comme ça te fait penser à oui, quand t'étais enfant, et ça, Comment je pourrais réagir la prochaine fois ? De quoi t'en as besoin ? Ah oui, d'accord. Bah moi, tu vois, là, je me rends compte que là, il y a une limite dans le truc que je n'ai pas encore posée. Parce que l'amour inconditionnel, c'est super, mais la relation humaine doit comporter des conditions. Sinon, c'est Bagdad, c'est le chaos. Il doit y avoir des lois au sein du couple. C'est explorer, s'allier avec cette idée de, plutôt que d'être dans le 50-50, ce que j'entends très souvent, moi j'opte pour la notion d'optimisation, le 100%, 100%. Ça veut dire quoi ? Attention, on va faire un peu de mathématiques, je suis très nulle en maths, vous allez voir, ça va bien se passer. Si aujourd'hui j'ai que, je sais pas, 40% disponible dans mes batteries, parce que je vis des choses difficiles au travail, parce que je suis en plein dans mes menstruations, parce que, je sais pas, mon frère est malade. Allez, pareil, j'ai 30% de dispo. J'ai 30%, j'ai pas 100, j'ai même pas 50, j'ai 30%. Toi, t'as peut-être 80% de dispo, parce que ça va bien en ce moment dans ta vie. Parce que t'as l'énergie, t'as la forme, c'est cool pour toi. Ok, des fois on n'est pas toujours en phase à cet endroit-là. Eh bien, je vais me consacrer à donner 100% de mes 30% disponibles. Et ça, c'est énorme. Plutôt que de m'évertuer à te donner 50, moite-moite, égalité parfaite, l'égalité devient dangereuse et maltraitante quand elle ne prend pas en considération nos singularités. Parlons plutôt d'équité. Plutôt que de donner la même part de gâteau à tout le monde, sans considérer qui a très faim, qui n'a pas faim, donnons une part de gâteau à hauteur de la faim de chacun. Et bien c'est la même chose dans le couple. Plutôt que d'attendre de toi que tu me donnes 50, 80, 100, alors que tu as peut-être perdu un proche récemment, que tu es peut-être mal, que tu es peut-être malade. Mais je ne peux pas attendre de toi que tu donnes cette énergie-là. J'ai le droit de continuer d'attendre de toi certaines choses. À nouveau, il faut arrêter de ce mytho, Pas d'attente dans le couple. Si. Soyons honnêtes, soyons authentiques, soyons intègres. J'ai certaines attentes. Que tu me respectes, déjà pour commencer, que tu considères ma parole, ma valeur. Se protéger avec fiabilité, être fiable l'un pour l'autre, être présente l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, à hauteur de ce que l'on peut, bien sûr. Être source de fiabilité, s'engager et vivre l'expérience initiatique de l'engagement et donc faire face à cette notion de renoncement. Choisir, c'est aussi apprendre à renoncer. À quoi je renonce et comment je peux renoncer dans la joie. Parce que la liberté, c'est pas tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Ça, c'est pas ma définition de la liberté, en tout cas. La liberté, c'est comment je choisis dans un contexte qui m'est donné.
avec certaines contraintes. Ce qui est de l'ordre de la relation, il y a certaines contraintes. Comment je peux honorer ces contraintes? Comment je peux embrasser ces contraintes? Comment je peux me rappeler pourquoi je les ai choisies? Pourquoi ça a du sens d'être avec toi aujourd'hui? Il y a la notion de s'incliner. S'incliner, reconnaître la valeur inestimable de la personne que l'on aime. Merci pour tout ce que tu m'apportes. Merci pour ce que j'ai appris grâce à toi. Merci pour ci, merci pour ça. Gratitude, reconnaissance. Tout à l'heure, Julien a fait quelque chose d'intéressant. Il a demandé s'il y avait des hommes dans la salle et on a tous applaudi les hommes d'être là. Une copine à moi, elle m'a dit non mais c'est génial. Pourquoi on applaudit les hommes d'être là? C'est la moindre des choses d'être là. Oui, c'est vrai. Et en même temps, dans le contexte socio-culturel dans lequel on vit, juste pour la reconnaissance et la gratitude qu'il y ait des hommes qui se sentent concernés par les sujets qu'on va aborder tout au long du week-end, eh bien on peut remercier. C'est bien la moindre des choses aussi, de remercier. Eh bien c'est pareil dans le couple. C'est normal que tu ailles chercher peut-être les enfants à l'école. C'est normal que tu prépares à manger à un moment donné. C'est normal que tu fasses le ménage sur moi, c'est normal. Pourquoi? Je ne pourrais pas te dire. Merci pour les courses tout à l'heure. Trop cool. Merci d'avoir passé la serpillère, trop cool. Merci d'être allé chercher le petit à l'école avec toi. Pourquoi on ne pourrait pas être un peu plus reconnaissant dans la gratitude? Et c'est pareil avec nos enfants. Oui, mais si je dis trop merci, il ou elle va penser que ça y est, tranquille, il peut se poser, se reposer sur ses lauriers où il va attendre la reconnaissance. Mais on s'en fout. Soyons reconnaissants, reconnaissantes. Mais vous allez voir à quel point c'est bon et c'est doux. À quel point ça nous permet de nous valoriser aussi, nous, d'être cette personne-là avec l'autre, que de prendre soin de l'autre. Et enfin, s'honorer, se célébrer. Se célébrer. Célébrer le nous. Célébrer la relation. Festoyer, rire, la joie. À nouveau, on en parlait tout à l'heure. Les personnes qui vivent le plus longtemps sont aussi les personnes qui, dans leur cercle social proche, ont la joie de partager les moments de gratitude avec leurs petits-enfants, leurs enfants, leurs amis. Ils festoient, ils célèbrent, ils remercient la vie. Et bien c'est pareil avec notre couple. Soyons conscients de ce que nous avons, parce que la plupart du temps, et je vous souhaite de ne pas vivre cette expérience comme je l'ai vécue, c'est quand on perd ce qu'on a qu'on réalise sa valeur. Et je peux vous dire que moi, quand Paul m'a quitté à 17 balais, je m'en rappellerai toute ma vie et je n'oublierai jamais ce moment. Et peut-être que cette séparation et cette mort affective que j'ai vécue, et j'emploie le mot mort volontairement, et c'est mon vécu, mon histoire, je ne le souhaite à personne, très honnêtement. Et en même temps, grâce à elle, j'ai découvert plein de choses à l'intérieur de moi, mais j'ai aussi découvert que la relation, comme je vous le disais tout à l'heure, comporte des conditions. Et que je ne peux pas faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et que je ne peux pas non plus me servir de l'autre pour venger mes blessures du passé. Pour me rendre justice. Par contre, ensemble, main dans la main, on peut apprendre. On peut apprendre, on peut se faire du bien, on peut se restaurer. C'est pas seulement l'amour qui guérit, parce que l'amour ne suffit pas. C'est l'engagement qu'on va investir à aimer. L'investissement que je vais mettre à t'aimer va me permettre de développer ces compétences relationnelles. Et grâce à cet amour, je vais aussi apprendre à me laisser aimer. Donner, recevoir, c'est aussi important d'apprendre à donner que d'apprendre à recevoir. Parce que si je bloque ton amour, ça va être très difficile pour l'autre de se sentir aussi bien dans le nous. Alors moi, je crois qu'on peut tout à fait apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir prétendre aimer l'autre, c'est vrai. Mais je crois aussi que pour toutes celles et ceux qui n'ont pas cette chance-là, eh bien grâce à la relation, quelle qu'elle soit, une relation amoureuse, une relation amicale, une relation thérapeutique, une relation avec nos enfants, en donnant à l'autre cet amour, on peut apprendre à réparer la part de soi qu'il n'a pas reçue. Et ça, c'est un précieux cadeau. Donc le nous, quel qu'il soit, peut aussi être porteur d'enseignement et peut aussi nous permettre d'apprendre à mieux nous aimer profondément. Oui, si vous avez des questions. Je pue, si vous saviez. Heureusement que vous n'êtes
n'êtes pas là, j'ai mis un truc ample pour pouvoir secouer. Est-ce que vous avez des questions, envie de partager quelque chose? Oui. Merci. Je vais à nouveau te reprendre la parole, Maureen. Je ne vais pas attendre le temps sur d'autres conditions. J'ai juste envie de dire waouh, un grand merci pour ce moment qui était fort en émotion et qui nous a, je pense, beaucoup apporté aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Il y avait un monsieur là aussi. Merci Maureen, je m'appelle Claire et en fait il y a 28 ans j'ai une très forte question que j'ai laissé partir parce que ne correspondait pas aux critères qu'on avait toujours appris et je l'ai retrouvée il y a 2 ans et je vis depuis 2 ans et c'est pas facile tous les jours. On apprend à se... En fait on se guérit tous les deux et tout ce que tu viens de dire c'est... Enfin voilà, c'est très émouvant, très éprouvant. Mais si on s'aime et on prend soin de l'autre, on peut s'aimer parce que maintenant je m'aime. Merci beaucoup, Claire. C'est super qu'il y ait des gens qui témoignent que oui, c'est possible. Il y avait un monsieur, je crois, ici. C'était une dame? Ah, je ne sais pas. On va changer le... Tiens, je récupère le micro comme ça. Moi, je peux laisser le monsieur parler parce qu'on a encore qu'il soit là. Alors Maureen, merci pour tout, c'est très intéressant, ça fait rêver et ça semble possible, ça l'est. Il y a quelque chose, enfin, la différente relation, il y a quelque chose qui m'interroge depuis que tu as commencé à faire la conférence, c'est qu'en fait, comment expliquer, tu peux aider l'autre à se reconstruire, tu as cette responsabilité, tu dois aimer l'autre, s'intéresser, etc. Tout ça c'est très beau et c'est très bien, je suis complètement pour. L'inconvénient, c'est si tu ressens vraiment qu'il y a comme une sorte vraiment de gros déséquilibre, que c'est fortement unilatéral, objectif ou pas objectif, donc tu ressens ça, ou que ça l'est réellement unilatéral, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Laquelle je n'ai pas la réponse parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. En fait, je crois que ça nous questionne vraiment sur nos limites. Si aujourd'hui, avec du recul, je repense à quand j'ai retrouvé Paul à 24 ans, et tout ce qu'on a revécu au moment de nos retrouvailles, et ce qu'il a rejoué aussi lui, pour le coup, là, dans sa responsabilité. Et à d'autres moments, quand on repense par exemple à nos 17 ans et que Paul a fini par stopper parce que c'était complètement déséquilibré et lui, il était arrivé à bout de ce qu'il pouvait donner. Et en effet, il ne pouvait pas porter tout seul la responsabilité de me sauver. Il pouvait prendre le plus de sa responsabilité, prendre un peu, mais à un moment donné, il ne pouvait pas plus parce que je me détestais tellement et je détestais tellement l'humain. Et je pense que je détestais surtout l'humain en moi à ce moment-là, qu'il n'aurait rien pu faire. Et des fois, et c'est le plus difficile, et c'était ça que je voulais sous-entendre par la relation qu'on porte des conditions, parfois, c'est pas le bon moment, c'est pas l'amour qui manque, c'est pas les compétences qui manquent, c'est juste le moment. Et parfois, c'est accepter de lâcher ce qui peut pas se construire, ce qui est peut-être juste un potentiel, mais ce qui peut pas encore se construire, dans l'espoir de soit se retrouver, soit souhaiter le bonheur à l'autre, mais tout ce qu'on aura appris ensemble, même si ça s'arrête, on le mettra à profit pour d'autres relations. Et ça dépend vraiment de chacun. Ce que moi je vais accepter, d'autres ne vont pas l'accepter et vice-versa. Le témoignage, donc moi j'ai 50 ans, oui. Il faut que j'attende d'avoir 50 ans pour avoir une conférencière qui m'explique que je suis dans un couple à vie. Et donc je te remercie de m'avoir Merci infiniment à tous. Dernier mot, un micro-mot. Merci infiniment. Oh, le micro m'a lâché. Merci infiniment à tous parce que sans vous,
Je ne pourrais pas restaurer toutes ces choses en moi. Donc vous contribuez énormément à ma réparation. Merci pour tout. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.